Un groupe de héros se dirige vers la sombre forêt pour une mission visant à libérer leur foyer. Ils manient tous des armes puissantes appelées Regalia, des armes qui leur confèrent un pouvoir bien supérieur à celui d'un humain ordinaire. Ils sont donc pleinement préparés à vaincre les bêtes obscures de la forêt. Cependant, dès leur arrivée, leur conducteur se fait projeter dans les abîmes par l'une des bêtes obscures. Les autres passent immédiatement à l'action, et leur chef, Stéphane, ordonne à tous de se mettre en formation alors qu'ils chargent droit vers le repère des bêtes obscures. L'utilisateur du cutlass commence à trancher tous les monstres sur son passage avec sa technique de tourbillon, et Stéphane utilise sa lame pour décapiter un serpent géant qu'il combattait. Cependant, même décapité, le serpent continue d'essayer de mordre Stéphane, mais à la dernière seconde, Alicia parvient à l'arrêter en lui transperçant l'œil avec son épée pour l'achever. Jusqu'ici, l'équipe s'en sort plutôt bien, et maintenant que tous les monstres faibles de la zone ont été éliminés, l'équipe s'aventure plus profondément dans la grotte pour traquer le seigneur des bêtes du Sud. Ils finissent par arriver au centre de la grotte et se retrouvent face à face avec Clévatès de la Claire de Lune, et vous savez que ça va mal tourner quand le monstre fait une entrée avec une aura qui se forme. Tout le monde peut sentir l'intensité qui émane de la bête, mais Stéphane est confiant que lui et son équipe peuvent surmonter n'importe quoi grâce au pouvoir de l'amitié. Peu importe, l'amitié ne les sauvera pas ici. Après avoir vu Clévatès peindre le mur avec le sang de Stéphane, je me demanderais si être un héros en vaut vraiment la peine. Mais le tank semble penser qu'il peut faire mieux, alors il saute en l'air pour l'attaquer, mais il est presque immédiatement décapité en plein vol. Les autres commencent enfin à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est trop tard pour battre en retraite ou se regrouper car Clévatès a commencé à les éliminer un par un avec sa queue. Les autres sont confus car ils ne comprennent pas comment Clévatès les atteint si rapidement, mais Alicia réalise que les attaques de queue proviennent de leurs ombres, alors elle dit à tout le monde de sauter pour créer une distance avec l'ombre. Grâce à sa réflexion rapide, elle parvient à parer l'attaque de la bête et à survivre, mais les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros survivants enfonce sa lance dans le sol pour invoquer un golem de terre, mais, toi et le sol ici êtes sous le contrôle de Clévatès, alors le héros ne peut pas terminer son golem, et plusieurs pointes de queue émergent du sol et le découpent. L'utilisateur de la lance essaie de charger et de dominer Clévatès, mais pendant que le type se bat pour sa vie ici, Clévatès se demande tranquillement comment des êtres aussi faibles que les humains ont réussi à pénétrer dans son repère. Il achève ensuite le reste des héros, ne laissant en vie qu'Alicia, qui a survolé les attaques avec son épée pour éviter d'être touchée. Elle finit par réussir à s'approcher suffisamment du visage de Clévatès pour lui porter un bon coup, mais même son attaque la plus puissante ne laisse qu'une égratignure sur Clévatès. Pendant ce temps, Clévatès est toujours plongé dans ses pensées car il ne comprend pas la stupidité qui a poussé les humains à attaquer son territoire alors qu'il n'a pas eu de conflit avec eux depuis plus de 1000 ans. Mais s'il continue à l'embêter comme ça, il va devoir trouver une solution plus permanente. Mais d'abord, il doit s'occuper d'Alicia, alors il lui tranche les membres et la fait tomber vers sa perte. Peu après, Clévatès atterrit brutalement dans le royaume humain, et il est là avec la vengeance en tête. Il était parfaitement content de laisser le royaume humain tranquille tant qu'il s'occupait de leurs affaires, mais ils ont dû essayer de conquérir son territoire. D'après ce que les héros ont dit avant le combat, ils ont été envoyés par le roi de Eden, alors il va devoir avoir une conversation avec lui à ce sujet. Les archers du royaume sont alertés de la menace, alors ils arrivent et visent Clévatès, mais sans surprise, ces flèches ne lui font absolument aucun mal. Mais malgré la différence de puissance évidente, il continue à attaquer comme si ça allait faire quelque chose. Clévatès est là uniquement pour le roi, alors il allait initialement ignorer tous les autres humains, mais comme il l'attaque maintenant, il les massacre tous sur son chemin vers le château. Les gardes du château commencent à préparer le reste de leur défense et pointent leurs catapultes vers Clévatès, mais leurs armes n'ont toujours aucun effet sur lui, alors Clévatès déchire les murs du château avec facilité. À l'intérieur du château, l'un des gardes va avertir le roi de l'attaque de Clévatès, mais le roi a déjà entendu tous les bruits de fracas, alors il sait à peu près ce qui s'est passé. Les héros qu'il a envoyés ont dû échouer à tuer Clévatès parce que les armes de Eden n'étaient pas encore assez puissantes. Il réalise que Clévatès est très probablement là pour lui, alors il n'y a pas d'intérêt à fuir maintenant car Clévatès le traquerait de toute façon. Cependant, même s'il va finir par mourir, le roi veut sceller la forge pour que les flammes de Eden ne s'éteignent jamais. Pendant ce temps, Clévatès est à l'extérieur, et il se demande pourquoi les humains ici sont si pitoyables comparés aux héros qui l'ont attaqué. Au début, il a pensé que c'était peut-être une sorte d'entraînement spécial, mais après que les gardes du château lui aient tiré des boulets cachés, il réalise que leur force résidait dans leurs armes. En y repensant, même si ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, l'épée qu'Alicia a utilisée pour trancher sa corne a en fait laissé une marque, ce qui n'aurait pas dû être possible. Même si les humains ne sont que des insectes pour lui, un insecte avec un dard peut toujours être dangereux, alors Clévatès prévoit de tirer cette affaire au clair. En même temps, dans les profondeurs du château, le roi va vérifier la forge de Eden. Mais soudain, les murs autour de lui commencent à trembler,
Alors il réalise que Clévatès doit être proche et scelle précipitamment la forge. Quelques instants plus tard, Clévatès arrache le toit du château, et dès qu'il repère le roi, il l'interpelle. Le roi essaie de paraître impassible et dit à Clévatès qu'il n'a pas le droit de lui parler comme ça, mais Clévatès lui dit de surveiller son ton car s'il le voulait, il pourrait anéantir tous les humains en un instant, et pas seulement les gens de Éden, il pourrait aussi s'en prendre aux habitants des royaumes voisins. Il aurait pu tuer le roi maintenant, mais même s'il le faisait, un autre roi finirait par apparaître et perturber à nouveau le territoire de Clévatès, alors il donne une chance au roi de Éden de s'expliquer. Il veut savoir pourquoi il a ordonné à ses héros de l'attaquer, mais au lieu d'expliquer réellement la raison, le roi crache pratiquement au visage de Clévatès, disant qu'une bête comme lui ne pourrait jamais comprendre l'ambition humaine. Clévatès a entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre, alors il tranche la tête du roi et commence à préparer des plans pour éliminer tous les humains de la surface de la terre. Cependant, alors qu'il sort de la ville détruite, il tombe sur un bébé qui pleure après que sa mère ait été écrasée sous des débris. Clévatès ne ressent aucune sympathie pour lui, alors il décide de continuer son chemin, mais là, la mère du bébé l'interpelle et demande à Clévatès de sauver son bébé. Clévatès est un peu stupéfait par la demande audacieuse de la mère, alors il lui rappelle que c'est lui qui a causé la ruine de ce royaume, et qu'il a même décidé d'exterminer tous les humains. Alors pourquoi voudrait-il sauver un enfant humain? La mère comprend son point de vue, mais quoi que les adultes aient pu faire pour mériter la colère de Clévatès, elle insiste sur le fait que le bébé n'a rien fait pour mériter un tel sort. Clévatès ne voit pas l'intérêt de discuter de l'innocence du bébé puisque tous les humains se valent pour lui, mais il est prêt à jouer le jeu, alors il demande à la mère si elle peut lui prouver la valeur du bébé. La mère sait qu'elle ne pourra rien prouver à Clévatès, surtout puisqu'elle va bientôt mourir, mais elle jure que si Clévatès accepte de sauver le bébé, il finira par découvrir sa valeur par lui-même. La mère meurt peu après, et Clévatès s'en va complètement impassible, mais il finit par revenir pour le bébé, donc le discours de la mère a dû le toucher. Il n'est toujours pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée de prendre ce bébé, mais comparé à sa longue durée de vie, la vie d'un enfant humain est à peine perceptible, alors il est prêt à s'en occuper par curiosité. Dans le pays d'Étia, il y a 5 races humanoïdes, la première est les Dains, un royaume de personnes nombreuses et très habiles en architecture, ensuite viennent les Orgites, un royaume de personnes excellentes en chasse et en médecine, les Sladènes, des personnes aquatiques habiles en natation et pêche, les Bantis, des personnes barbares qui sont fortes individuellement mais incapables de travailler ensemble même si leur vie en dépend, et enfin, il y a le royaume de Éden, ou plutôt, il y avait le royaume de Éden, car il n'existe plus. Ils étaient la plus ancienne des races humanoïdes et excellaient dans la forge d'armes, c'est ainsi que les lames de Éden ont été fabriquées. Il y a bien plus dans le monde que juste Étia, mais au-delà des frontières du continent, il est entouré de ténèbres de tous côtés. Ces ténèbres sont où vivent les bêtes obscures, et les 4 seigneurs des bêtes obscures, dont Clévatès, donc les humains n'ont jamais mis les pieds en dehors d'Étia. De retour dans la grotte de Clévatès, il a ramené le bébé avec lui, et après avoir effrayé toutes les bêtes pour s'assurer qu'aucune ne le mange, il se blottit près de l'enfant pour se reposer, mais maintenant il ne sait pas quoi faire de lui. Il peut lui donner un peu de son énergie pour maintenir sa force et éviter qu'il ne meure bientôt, mais le bébé est actuellement couvert de caca. Clévatès n'a pas signé pour ça, alors il attrape le bébé et le jette dans une fosse d'araignée sans hésiter. Le bébé se met immédiatement à pleurer, et je ferais probablement de même si j'étais entouré d'araignées, mais Clévatès le rassure en disant qu'il est en sécurité, les araignées de cette fosse ne mangent que du caca, alors il l'a jeté là-dedans pour le nettoyer. Mais ça ne le rend pas moins effrayant. Même après l'avoir remonté, il ne cesse de pleurer, et Clévatès commence à en avoir marre de ses pleurs constants. Mais en tant que seigneur des bêtes obscures, il ne peut pas revenir sur sa décision, alors il va devoir aller jusqu'au bout. Mais pour s'assurer que le bébé survive, il va avoir besoin d'un humain pour s'en occuper, alors il se dirige vers les héros qu'il a tués pour voir si l'un d'eux peut être utile. Quelques instants plus tard, Alicia se réveille et se retrouve à fixer le ciel, mais elle se souvient clairement s'être fait tuer, alors elle se demande si c'est l'au-delà. Cependant, dès qu'elle voit Clévatès, elle réalise qu'elle est toujours dans sa grotte. Elle cherche instinctivement son épée, mais Clévatès lui dit qu'il a déjà jeté toutes les armes, ainsi que les corps de ses alliés, dans le ravin. Cependant, elle avait l'air utile, alors il a décidé de la ressusciter. Actuellement, Alicia est en gros un cadavre ambulant, et la seule raison pour laquelle elle peut bouger est l'énergie obscure qu'il lui a insufflée. Mais ça suffit comme explication pour l'instant, alors il dit à Alicia de se rendre utile et de lui donner du lait. Il lui faut un moment pour réaliser ce que Clévatès vient de lui demander, mais il ne plaisante pas, et ce n'est pas une demande non plus, car il a vraiment besoin de ce lait, alors il utilise ses pouvoirs pour forcer Alicia à obéir. Cependant, après plusieurs minutes de succion, Clévatès finit par réaliser que ça ne marche pas. Alicia lui dit que ça ne marcherait évidemment pas parce qu'elle n'a jamais eu de bébé auparavant, et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Clévatès voudrait garder un bébé en vie en premier lieu.
Clévatès n'a pas l'intention de lui expliquer ses raisons, mais comme Alicia ne peut pas fournir de lait, il va devoir la rendre utile d'une autre manière. Le bébé ne mourra pas tant que Clévatès continue de lui donner de l'énergie, mais il sera perpétuellement affamé, alors il demande à Alicia s'il y a un autre moyen d'obtenir du lait. Alicia ne peut pas désobéir à l'ordre de Clévatès, alors elle lui dit qu'il devra engager une nourrice pour nourrir le bébé, mais pour ça, il devrait se rendre dans une ville humaine, et avec sa forme actuelle, il est sûr de causer la panique, alors il décide de prendre une forme humaine pour se fondre dans la foule. Il n'a pas beaucoup de références, alors il choisit de prendre la forme de la mère du bébé et dit qu'il s'appellera Crène, tandis que le bébé s'appellera Luna. Crène dit à Alicia de montrer le chemin vers le village le plus proche, mais avant ça, ils doivent s'arrêter pour qu'Alicia lave la couverture de Luna. Mais pendant qu'elle la lave, elle remarque que la couverture porte l'emblème royal de Eden. Pendant ce temps, dans ce qui reste de Eden, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue, alors un éclaireur a été envoyé pour inspecter les dégâts. Il n'arrive pas à croire qu'une seule bête obscure ait pu causer autant de destruction, mais c'est exactement pour ça qu'il pensait qu'attaquer l'un des seigneurs des bêtes était trop téméraire. Et le timing n'aurait pas pu être pire, car le jour de l'attaque était le jour où la princesse héritière était censée fuir le royaume avec son fils. De retour près de la rivière, Alicia affronte Crène et lui demande s'il savait que Luna était de la famille royale quand il a pris le bébé. Crène n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors Alicia souligne que le tissu dans lequel Luna était enveloppée portait l'emblème royal, et seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Maintenant que Crène y pense, la femme dont il a pris Luna était écrasée sous les décombres du château, alors il est logique que Luna soit un membre de la famille royale, mais ça ne change pas vraiment les plans de Crène. Alicia demande ce qu'il veut dire par décombres du château, alors Crène lui dit carrément qu'il a détruit Eden et tué le roi la nuit dernière. Alicia ne peut pas croire que Eden a vraiment été détruit, mais Crène lui rappelle que ce sont eux qui l'ont attaqué en premier. Crène ne pense pas que ce soit grave, mais Alicia dit que c'est très grave parce que si Crène a vraiment anéanti Eden, et que Luna doit être le dernier membre de la famille royale, ça veut dire que des tonnes de gens vont le poursuivre. Crène demande pourquoi, alors Alicia explique que seuls les membres de la famille royale de Eden peuvent utiliser les techniques de forge spéciales utilisées pour fabriquer les armes de Eden. Mais juste après avoir dit ça, elle réalise qu'elle a révélé trop d'informations. Crène n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait faire avec Luna jusqu'à présent, mais s'il est vraiment si important, alors Crène ne verrait pas d'inconvénient à en faire le nouveau roi des humains. Comme ça, Crène pourrait tout contrôler dans l'ombre, et écraser les humains une fois pour toutes s'ils dépassent les bornes. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver du lait pour Luna, alors il dit à Alicia de se remettre en marche. Alicia ne sait toujours pas pourquoi Crène est si attachée à Luna, mais elle est certaine que s'il lui arrivait quelque chose, il tuerait probablement tous les humains du continent, alors Alicia doit le protéger à tout prix. Quelques heures plus tard, Alicia se réveille et se retrouve enchaînée à l'arrière d'une calèche. Crène est content de voir qu'elle est enfin réveillée, alors il l'informe calmement qu'ils ont été capturés il y a quelque temps, mais Crène n'a pas vraiment envie de faire quoi que ce soit à ce sujet puisque Luna dort en ce moment. Alicia, quant à elle, est très inquiète, surtout parce qu'elle ne comprend pas comment les soldats ont réussi à maîtriser Crène aussi facilement. Elle lui demande s'il est aussi faible qu'un humain ordinaire dans cette forme, mais Crène lui dit que ce n'est pas le cas. Il a toujours tous ses pouvoirs, mais c'est la première fois qu'il prend une forme humaine, alors il ne savait pas que le crâne humain était si fragile. Quoi qu'il en soit, il dit que maintenant qu'il est conscient de la fragilité de son corps, personne ne pourra plus le prendre par surprise. Alicia est contente de l'entendre, mais si Crène a déjà retrouvé toute sa force, elle demande pourquoi il ne les a pas déjà sortis de là. Crène lui dit qu'en ce moment, il joue le rôle d'un humain ordinaire, et tant qu'il n'aura pas fait de Luna un roi, il ne veut pas révéler sa véritable identité. De plus, une partie de la raison pour laquelle Crène fait tout cela est pour apprendre à connaître la nature humaine, alors il est intéressé de voir le côté plus sinistre de l'humanité. Sur ce point, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici, alors il demande à Alicia de lui expliquer. Alicia dit à Crène qu'ils ont été attaqués par des bandits, les pires de la société, et d'après ce qu'elle voit, les bandits ont l'intention de vendre tous les survivants à un marchand d'esclaves. Crène demande à quel point ces bandits sont censés être forts, et pour des humains, Alicia dit qu'ils ne sont pas si forts. Ils n'hésiteront pas à recourir à des tours sales, alors ils sont vraiment difficiles à gérer. Alicia assure à Crène que la plupart des humains sont loin d'être aussi méprisables que les bandits, alors il ne devrait pas baser son opinion de l'humanité sur eux. Finalement, ils arrivent à la base des bandits, et tous les captifs sont sommés d'avancer. Un des hommes refuse de se laisser vendre comme esclave, alors il tente de s'enfuir, mais avec ses bras enchaînés et ses jambes alourdies, il n'est pas très rapide. Les bandits le voient essayer de s'échapper, alors l'un d'eux sort un couteau et le plante dans le dos de l'homme, le tuant sur le coup. L'autre bandit annonce alors que quiconque tentera de s'enfuir ou de leur désobéir subira le même sort, et tous les captifs restants sont si terrifiés que personne n'ose se rebeller. Crène trouve toute cette dynamique intrigante, mais avant qu'il et Alicia ne puissent continuer à marcher,
un des bandits s'approche et dit à Alicia qu'elle doit le suivre. Glenn les laisse emmener Alicia puisqu'il veut encore voir comment tout cela va se dérouler, et soudain, une femme lui crie dessus parce qu'il ne travaille pas. Comme Glenn est techniquement un esclave maintenant, il décide de jouer le jeu et va la voir puisqu'elle l'a appelé, mais dès qu'elle voit qu'il tient un bébé, elle se met à appeler une femme nommée Neil. Neil est la pauvre esclave obligée de faire tout le travail difficile à la taverne, et elle est un peu maladroite, alors quand Carm l'appelle, elle finit par tomber. Carm crie sur Neil pour avoir laissé tomber tous les draps par terre, et Neil s'excuse, mais à part ça, Carm dit à Neil qu'elle sera chargée de s'occuper du bébé de ce garçon, et dès que Neil voit Luna, ses yeux s'illuminent parce qu'elle aime vraiment les bébés. Pendant ce temps, Alicia est amenée au bureau du vice-capitaine des bandits, Vrocko, mais Vrocko crie sur les deux pour ne pas l'avoir appelé le patron. Les autres bandits pensent qu'il plaisante, mais Vrocko dit qu'il est sérieux, et s'il refuse de le reconnaître comme leur patron, il devra lâcher son animal de compagnie, Betty. Alicia est choquée que Vrocko ait réussi à acquérir un troll monstre de l'Ouest, et elle est encore plus choquée par le fait qu'il l'ait dressé comme un animal fidèle. Passant aux affaires, Vrocko sort le sac de gemmes qu'Alicia portait quand les bandits l'ont capturé. Il sait que ces gemmes ne se trouvent que dans la montagne Luna, mais cet endroit est le territoire de Clévatès, l'un des 4 seigneurs des bêtes obscures, alors il est impossible qu'une personne ordinaire ait pu les acquérir ou même s'approcher de la zone. Il sait aussi que le royaume de Eden a récemment envoyé une escouade de héros pour combattre Clévatès, mais les rapports disent que les héros ont tous échoué. Vrocko sait aussi par hasard qu'un des héros était une femme qui ressemble beaucoup à Alicia. Il mentionne comment Clévatès a détruit le royaume de Eden après l'attaque ratée des héros, et ce fut une vraie tragédie pour tous ceux impliqués, mais pour le groupe de bandits Raven, c'était la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient espérer. Vrocko sort alors une lame rouge, et Alicia est stupéfaite parce qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un comme lui possède une épée monaïtrate. Vrocko se vante de comment les épées faites de ce métal donnent à l'utilisateur une force incroyable, mais il n'a jamais vraiment ressenti cette montée de pouvoir parce que celle qu'il a en main maintenant est une fausse, puisque seuls les membres de la famille royale peuvent fabriquer de vraies épées magiques. Il dit à Alicia que leur groupe de bandits vend 2 choses, des esclaves et de fausses épées magiques, puisque la plupart des gens sont trop stupides pour faire la différence. Les rumeurs disent que tous les membres de la famille royale sont morts aux mains de Clévatès, et si cela s'avère vrai, alors le prix des épées magiques va monter en flèche en un rien de temps. Il assure que les 13 regalias, fabriqués à la main par le roi avant sa mort, se vendraient à un prix élevé, mais tout ont apparemment été perdus dans la bataille contre Clévatès. Cependant, avec Alicia sous son commandement, Vrocko pense qu'il peut trouver les regalias et les vendre pour faire un énorme profit, alors il dit aux deux de la faire les guider vers les regalias dès le matin, et après ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec elles. Pendant ce temps, Glenn joue diligemment le rôle d'un serviteur à la taverne. Neil est occupé à nourrir Luna, alors il n'a aucune raison de causer des problèmes, mais quelques instants plus tard, un bandit arrive et crie à Neil de lui apporter plus de bière. Neil pose Luna et va chercher la bière, mais même si elle fait ce qu'il lui demande, le bandit lui donne quand même un coup de pied dans le dos. Après ça, un autre bandit crie à Glenn de lui apporter de la viande, alors Glenn obéit et sert le bandit sans se plaindre. Les bandits sont surpris que Glenn n'essaie pas du tout de leur désobéir, et ils pensent qu'il fera un excellent esclave, mais Carm trouve toujours qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui. D'après la corne sur sa tête, elle a supposé que Glenn doit avoir du sang aubrite, mais sa peau est bien trop pâle pour ça, et ses yeux semblent bien trop froids pour un garçon ordinaire. Au même moment, Neil s'occupe de ses affaires et porte la bière quand, soudain, un des bandits tend intentionnellement son pied pour la faire trébucher. Neil tombe et brise les tonneaux de bière par terre, alors les bandits agissent comme si c'était sa faute et la traînent dehors pour la punir. Les bandits aiment juste voir Neil souffrir, alors après l'avoir battu, ils rentrent chez eux comme d'habitude. Glenn utilise alors ses ombres pour dévorer leur corps afin qu'il n'y ait aucune trace de leur mort. Après ça, il trouve Neil et lui demande de lui prêter son lait parce que Luna a encore faim. Neil ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais elle accepte de nourrir Luna, et pendant que Luna mange, Glenn dit qu'il a quelques questions à lui poser. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle est avec les bandits, alors Neil commence à raconter son histoire. Elle est née dans le camp des pirates, et bien qu'elle n'ait jamais su qui était son père, elle se souvient clairement de sa mère. Les choses n'ont jamais été faciles pour elle, et d'après ce dont Neil se souvient, sa mère était constamment maltraitée par les bandits, mais peu importe à quel point c'était dur, elle a toujours enduré pour Neil. Cependant, vers les 12 ans de Neil, sa mère a soudainement disparu. Neil ne sait pas si elle est morte ou si elle a réussi à s'échapper, mais une fois sa mère partie, les bandits ont tourné leur attention vers Neil et ont commencé à la blesser pour s'amuser. En conséquence, Neil a perdu la plupart de ses dents, et elle n'entend plus que d'une oreille maintenant. Les choses se sont un peu améliorées pour elle quand Carm l'a prise sous son aile, et depuis, les bandits ont arrêté de cibler Neil pour leur jeu malsain. De plus, maintenant elle a un vrai travail à faire, elle produit beaucoup de lait pour remplir le ventre des bébés affamés. Glenn trouve l'histoire de Neil intrigante, mais d'après ce qu'Alicia lui a dit, il faut avoir un enfant avant de pouvoir produire du lait,
alors il demande à Neil où est son enfant. L'expression de Neil devient sombre alors qu'elle explique qu'elle n'en a pas parce que c'était un mort-né. Quand Carm lui a annoncé la nouvelle, Neil est tombée dans une profonde dépression, et elle souhaitait vraiment mourir à ce moment-là, mais quand elle a ouvert les yeux le lendemain matin, elle a trouvé un bébé inconnu en train de téter son lait. Elle savait que le bébé mourrait de faim si on le laissait seul, alors elle l'a laissé boire autant qu'il voulait, et après ça, d'autres bébés lui ont été confiés pour les nourrir, c'est comme ça qu'elle est devenue la nourrice résidente. C'est pourquoi, même si sa vie n'a pas été géniale, elle veut faire de son mieux pour que les bébés qui ont besoin de son lait soient heureux. Glenn en a assez entendu, alors il remercie Neil de lui avoir raconté son histoire et lui demande de venir avec lui. Il veut l'engager comme nourrice de Luna, et bien qu'il ne fasse généralement pas confiance aux humains, il peut dire que Neil est une bonne personne. Neil dit qu'elle est heureuse de recevoir une telle offre, mais elle ne pense pas que Glenn puisse vraiment sortir d'ici puisqu'il est un esclave comme elle, alors elle décline poliment son offre. Pendant ce temps, quelques bandits emmènent Alicia le long d'un pont de cordes, et dès qu'elle réalise qu'elle est conduite vers un puits de mine inondé, elle a un très mauvais pressentiment. Au fond de la mine, elle voit un homme s'approcher du bord de la jetée avec un crochet dans les mains. Les bandits rient tous parce qu'ils savent ce qui va se passer, mais même s'il est clair qu'on lui tend un piège, l'homme prévoit toujours de le faire parce que les bandits ont promis de le laisser, lui et sa femme, partir s'il récupère le trésor au fond du lac. L'homme plonge et commence à nager vers le fond du lac, mais Alicia lui crie de sortir de là immédiatement parce que, selon les légendes, le puits est plein de monstres. Quelques instants plus tard, ces monstres sortent de l'eau avec l'homme dans leur mâchoire et commencent à le dévorer devant sa femme dévastée. Alicia est écœurée par ce qu'elle vient de voir, mais les bandits ont l'air d'avoir vraiment apprécié regarder cet homme se faire déchirer. Les monstres dans l'eau s'appellent les Arvinces, et ils sont apparus pendant la grande inondation il y a 300 ans, et maintenant ils sont confinés dans l'eau de ces mines. Même le héros Cordwar, le plus fort héros de sa génération, n'a pas pu les vaincre, et c'était quand il y avait encore de la terre ferme pour se battre, mais maintenant que la mine est complètement inondée, il est pratiquement impossible de vaincre les Arvinces. L'épée magique que le vieux héros utilisait s'appelait Stream Splitté, et Alicia suppose que c'est le trésor que les bandits ont dit à cet homme d'aller récupérer, mais même s'ils lui ont promis la liberté en échange du risque de sa vie, les bandits n'ont jamais eu l'intention de le laisser vivre, même s'il avait réussi à revenir vivant d'une manière ou d'une autre. Elle les traite de salopards irrécupérables, mais les bandits lui disent qu'elle n'est pas en position de leur parler comme ça quand ses mains sont liées, ses pieds sont enchaînés, et qu'ils sont sur un pont à des centaines de mètres en l'air. Il y a même une douzaine d'autres bandits qui attendent leur chance pour la torturer toute la nuit, et Fido est particulièrement excitée à l'idée de la faire crier. Vu la situation, Alicia n'a plus beaucoup d'options, et elle espérait vraiment ne pas avoir à compter sur la malédiction de Clévatès, mais il semble qu'elle n'ait plus le choix maintenant. Elle se disloque immédiatement l'épaule et fait tourner ses bras au-dessus de sa tête pour écraser la tête de Fido entre les menottes et le faire couper la corde du pont avec sa lame. Cela les fait tomber tous les deux dans la mine rocheuse en dessous, et un craquement inquiétant se fait entendre quand le corps d'Alicia heurte le sol, la tuant sur le coup. Les bandits regardent en bas, et quand ils voient le corps sans vie d'Alicia, ils commencent à paniquer parce qu'ils étaient censés la faire les conduire aux 13 regalias qui avaient été perdus. Pendant ce temps, au fond de la grotte, Alicia reprend connaissance grâce à la malédiction d'immortalité que Clévatès lui a infligée. Grâce à la malédiction, elle ne peut pas mourir, mais la malédiction ne lui accorde pas de régénération, donc elle est actuellement paralysée du cou vers le bas, et elle ne sait pas quoi faire. Tous les os de son corps sont brisés, et elle a déjà perdu énormément de sang, donc il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir d'ici par ses propres moyens. Mais ce sera mauvais si les bandits descendent ici et découvrent qu'elle est toujours en vie, alors elle commence à se débattre dans une tentative de bouger, jusqu'à ce que le sang de son corps s'élève dans les airs, et que Clévatès apparaisse devant elle. Alicia est surprise de voir Clévatès sous une forme si minuscule, mais il dit qu'il est seulement comme ça parce qu'il se manifeste à partir de la magie du sang dans le corps d'Alicia. Ce sang magique est ce qui maintient son corps immortel en vie, donc si elle perd tout son sang, alors elle mourra pour de vrai. Cependant, tant qu'elle reste utile, Clévatès promet de remplacer tout le sang dans son système, et une fois qu'il aura fait ça, elle devrait pouvoir récupérer des dommages qu'elle a subis. Alicia est contente d'entendre ça, mais elle remarque que Clévatès n'a pas encore commencé à la soigner, alors elle lui demande ce qu'il attend. Clévatès dit qu'il la soignera éventuellement, mais avant ça, il a une question qu'il veut lui poser. Il a récemment trouvé la candidate parfaite pour être la nourrice de Luna, et même en tant que démon, Clévatès pouvait voir que Neil était maltraité ici, alors il lui a offert une chance de s'échapper et de vivre une meilleure vie en tant que nourrice de Luna. Mais à sa grande surprise, Neil a refusé directement. Clévatès demande à Alicia si elle a une idée de pourquoi Neil refuserait une telle opportunité, et d'après ce qu'Alicia peut en déduire, elle pense que c'est parce que Neil voit Clévatès comme un esclave incapable de tenir sa promesse. Les groupes de bandits comme celui-ci ne permettent pas simplement aux gens de partir, et quiconque parvient à s'échapper finit inévitablement par être traqué par les bandits. Après être né et avoir grandi dans cet environnement,
Neil croit probablement qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse être libre. Clévatès lui demande s'il y a un moyen de résoudre le problème, et Alicia pense que la méthode la plus directe serait de tuer tous les bandits dans le camp. De cette façon, il n'y aurait personne pour poursuivre Neil si elle s'échappe, donc elle serait beaucoup plus disposée à accepter l'offre de Clévatès. Alicia dit que ce devrait être facile pour Clévatès de massacrer tous les bandits ici tout seul avec tout le pouvoir qu'il a, mais Clévatès dit qu'il ne veut pas faire ça. Il ne peut pas risquer que quelqu'un découvre qu'il a quitté la montagne parce que les gens pourraient essayer d'en profiter et lancer une attaque sur les terres de Clévatès pendant son absence. À la place, il dit qu'il veut qu'Alicia le fasse puisque ce serait normal pour une héroïne comme elle de tuer un groupe de bandits pendant son voyage. Alicia essaie de protester, mais Clévatès la coupe et dit qu'elle devrait juste le faire, juste avant de la remplir de sang pour régénérer son corps. Les bandits finissent par descendre au fond de la mine pour chercher le corps d'Alicia, mais quand ils la retrouvent finalement, ils sont horrifiés en voyant son corps se tordre et se plier de manière inhumaine. Chaque fois qu'un os se remet en place ou que les tissus se reconnectent, Alicia subit une douleur atroce, mais quand c'est enfin terminé, elle est de nouveau en parfaite santé. Les bandits n'ont aucune idée de comment elle a pu survivre à une telle chute, mais ils s'en moquent parce que tant qu'Alicia est encore en vie, ils peuvent la forcer à les conduire aux 13 Regalia. Ils savent qu'elle est une héroïne, donc ils doivent être prudents, mais ils supposent que ça devrait aller tant qu'ils l'attaquent en groupe. Cependant, un type décide de foncer en avant et de l'affronter seul, donc il frappe Alicia à l'épaule, mais après la douleur qu'elle vient de subir, ce n'est rien. Alicia attrape alors son bras et lui donne un coup de poing directement au visage avant de prendre son épée et son bandeau. Elle n'aime toujours pas le fait qu'on la force à se battre, mais ces bandits sont irrécupérables, donc elle doit les éliminer. Maintenant qu'Alicia s'occupe des bandits, tout ce que Clévatès a à faire est de trouver Neil et de la convaincre qu'elle peut vraiment s'échapper d'ici. Pendant ce temps, Neil retourne à la taverne, et Carm l'attendait parce qu'elle était inquiète. Elle déteste voir Neil se faire abuser et battre comme ça, mais elle ne peut rien faire pour arrêter les bandits. Neil apprécie beaucoup la gentillesse de Carm, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, donc Carm lui demande de commencer à débarrasser les assiettes. Carm remarque que Neil est d'une humeur étrangement bonne pour quelqu'un qui vient de se faire battre, donc elle lui demande si quelque chose de bien s'est passé. Neil ne dirait pas exactement que c'est quelque chose de bien, mais elle admet que ça l'a rendue heureuse. Elle demande à Carm si elle sait à quoi ressemble l'extérieur, et Carm est un peu surprise parce que Neil n'a jamais posé une question comme ça avant. Carm lui demande pourquoi elle veut savoir, donc Neil explique qu'elle est née dans le camp, donc elle n'a jamais pu expérimenter ce que c'est que l'extérieur. Mais Carm, d'un autre côté, a été amenée ici, donc elle en connaît probablement un rayon. Carm admet qu'elle connaît le monde extérieur, mais elle n'a pas beaucoup de bons souvenirs parce que, comme la plupart des autres femmes qui ont été amenées ici, soit leurs maisons ont été détruites, soit elles n'ont jamais eu de maison pour commencer, donc ce n'est pas quelque chose dont elle parle souvent. Carm demande pourquoi Neil est soudainement devenue si curieuse à propos de l'extérieur, donc Neil explique que quelqu'un lui a demandé si elle voulait partir. Carm gifle violemment Neil pour avoir osé dire quelque chose comme ça à voix haute, surtout quand il y a encore des bandits dans la taverne. Les bandits ici les considèrent comme rien de plus que des esclaves qui peuvent être jetés quand elles ne sont plus utiles. C'est pourquoi elles ont dû se serrer les coudes et veiller les unes sur les autres, donc Neil ne peut pas dire des choses comme ça si elle veut survivre ici. Juste à ce moment, Vrocko arrive par hasard, et il a tout entendu, donc Carm est très nerveuse à propos de ce qu'il pourrait faire. Elle demande à Vrocko ce qu'il fait ici puisqu'il vient rarement à la taverne, mais il dit juste qu'il a entendu qu'un bébé était arrivé récemment, donc il voulait aller voir. Carm demande à Neil de dire à Vrocko où est le bébé, et la dernière fois que Neil a vérifié, Luna était dans les écuries, donc Vrocko dit qu'il ira voir par lui-même. Mais avant de partir, il demande à Neil de l'accompagner, et d'après la manière dont il a dit ça, Carm comprend immédiatement que ça ne présage rien de bon. Elle essaie d'arrêter Vrocko, mais elle n'a aucune autorité ici, donc elle ne peut pas faire grand-chose, et Neil est complètement inconsciente du sort qui l'attend. Une fois que Vrocko a emmené Neil, Carm frappe la table de colère parce que Neil était la seule qui pouvait s'occuper des bébés ici, mais Vrocko ne semble pas du tout s'en soucier. Elle essaie de se convaincre qu'elle n'aurait rien pu faire et que Neil l'a bien cherché en parlant de partir devant Vrocko, mais elle se sent toujours très mal à propos de ce qui va lui arriver. Juste à ce moment, Clem apparaît en tenant Luna, et Carm est d'abord surprise parce qu'elle ne l'a pas entendu entrer, mais ensuite elle réalise qu'il est probablement juste là parce qu'il veut nourrir Luna. Malheureusement, elle lui dit que Neil est parti et qu'elle ne reviendra probablement pas. Carm n'aime pas ça, mais c'est juste comme ça que les choses se passent ici. Clem ne comprend pas ce que Carm veut dire par là, donc il exige une explication, et un seul regard dans les yeux de Clem dit à Carm qu'il est très sérieux à propos de s'assurer que Neil va bien. Pendant ce temps, Vrocko conduit Neil dans un vieil escalier, et Neil est émerveillée parce que même si elle a passé toute sa vie dans ce camp, elle n'a jamais vu cet endroit avant. Vrocko explique que ça faisait partie d'une grande mine de minerais magiques, et les minerais magiques ont énormément d'utilisation. Par exemple, la lampe que Vrocko tient utilise des minerais magiques écrasés dans de l'huile d'insecte pour produire le feu,
et avant que Vroko ne devienne un bandit, il passait beaucoup de temps à rechercher les applications des minerais magiques, particulièrement des moyens de mélanger les minerais magiques avec divers liquides pour créer des effets intéressants. Au fait, ignore juste ces crânes sur le sol parce que ce n'est pas un mauvais signe ou quoi que ce soit. Juste à ce moment, Vroko éteint les lumières, et Neil commence à paniquer parce que cet endroit est plongé dans le noir, donc elle ne peut rien voir ici. Elle supplie Vroko de rallumer les lumières, et Vroko accepte, mais une fois que Neil peut voir à nouveau, elle est horrifiée de découvrir le monstre de compagnie de Vroko derrière elle. Une partie des recherches de Vroko était de développer des mélanges qui lui permettraient de contrôler des démons comme Betty ici, ce qui est aussi la raison pour laquelle il a pu devenir le leader du camp de bandits. Et en tant que leader, il ne peut pas laisser quelqu'un comme Neil en vie après qu'elle ait exprimé un désir de s'échapper, donc il va la faire exécuter par Betty. Neil commence à paniquer une fois qu'elle réalise enfin ce qui se passe, donc elle s'enfuit frénétiquement, mais ensuite Vroko donne à Betty l'ordre de manger Neil, donc Betty commence à la poursuivre. Alors que Neil trébuche en essayant de s'échapper, elle repense à l'offre que Clem lui a faite, et elle regrette vraiment de ne pas l'avoir acceptée parce que les choses auraient pu être différentes si elle l'avait fait. Juste à ce moment, elle aperçoit Clem tenant Luna à l'autre bout du tunnel, et la dernière pensée qui lui traverse l'esprit est à quel point elle est désolée de ne plus pouvoir s'occuper de Luna. Normalement, c'est là que Clem la sauve juste à temps, mais non, Neil se fait manger par Betty et est avalée entière, donc elle est partie. Luna commence à pleurer à la vue d'un acte aussi horrible, mais Clem lui dit que c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Les bêtes magiques doivent manger, donc il ne peut pas la blâmer pour ce qu'elle a fait. Si quoi que ce soit, c'est la faute de Clem pour ne pas être arrivé à temps pour sauver Neil. Il est déçu d'avoir perdu une femme si utile, mais il ne peut rien y faire maintenant. Clem tourne alors son attention vers Vroko, et il est confus parce qu'il n'y a aucun moyen qu'un troll fier de la forêt occidentale se soumette à un homme petit et aux dents de lapin comme lui. Vroko pense que Clem doit être fou de l'insulter dans cette situation, et il ne sait pas comment Clem est même arrivé ici en premier lieu, mais ce n'est pas comme si ça importait beaucoup. Il dit à Betty de manger Clem aussi, mais à sa surprise, Betty refuse de bouger. Il lève les yeux vers elle pour voir ce qui ne va pas, et il est choqué de découvrir que Betty a l'air absolument terrifiée. Il ne l'a jamais vue aussi effrayée, et pour une raison quelconque, elle refuse de s'approcher de Clem. Elle était si effrayée, en fait, qu'elle régurgite involontairement Neil, mais Neil est couverte d'acide gastrique et il lui manque un bras et une jambe, donc elle n'a pas l'air en bonne forme. Certes, elle est gravement défigurée, mais elle est toujours en vie, donc Clem utilise ses pouvoirs pour neutraliser l'acide gastrique, puis il pose Luna à côté de Neil pour qu'elle puisse la réconforter dans ses derniers moments. Clem utilise ensuite une de ses ombres pour emporter Luna et Neil pendant que Vroko ne regarde pas, et au moment où il se retourne pour faire face à Clem, Vroko est choqué de voir que les deux autres ont disparu. Il pense que Clem a dû le faire en utilisant une sorte de magie, mais Clem n'a aucune idée de ce qu'est la magie. Vroko pense que Clem feint l'ignorance parce que la magie est la seule explication à tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Pour faire simple, la magie est l'utilisation de pierres magiques et d'autres ingrédients pour créer des effets spéciaux. Par exemple, cette drogue dans mon manteau a été faite en utilisant des pierres magiques, plusieurs herbes, et les larves d'une mouche parasite. En gros, ça rend n'importe qui à part moi stupide comme une pierre, et après l'avoir utilisée sur Betty, elle est devenue complètement soumise à moi. Vroko verse la drogue dans son feu pour créer une vapeur, et dès que Betty l'inspire, elle perd tout sens de la raison et attaque Clem dans une rage aveugle. Le corps de Clem est projeté comme une poupée de chiffon parce qu'il ne peut pas utiliser beaucoup de son pouvoir sous forme humaine, mais pendant qu'il vole dans les airs, tout ce à quoi il peut penser est à quel point il est furieux qu'Alicia ne lui ait rien dit à propos de la magie. Pendant ce temps, Alicia est toujours occupée à abattre les bandits, et elle en a déjà éliminé 8, mais il en reste encore beaucoup, et l'épée bon marché qu'elle a volée au premier type est déjà cassée. Si elle veut tous les tuer, alors elle va avoir besoin d'une meilleure arme, donc elle commence à courir droit vers la grotte inondée. Il reste environ 50 bandits, mais même avec son corps immortel, elle peut toujours se fatiguer, donc si elle manque d'énergie avant de tous les tuer, alors elle est fichue. Alicia finit par atteindre l'eau, mais les monstres l'attendent déjà à la surface, donc si elle saute maintenant, elle sait qu'elle va se faire manger. C'est pourquoi elle monte en haut de l'échafaudage à la place, pour piéger les bandits à la suivre. Et une fois qu'un grand nombre l'ont suivi en haut de l'échafaudage, elle coupe la corde qui le maintient et envoie la plupart d'entre eux chuter dans l'eau. Avec un grand nombre de personnes dans l'eau, les monstres entrent dans une frénésie alimentaire et commencent à dévorer les bandits un par un. Cependant, Alicia a pu passer discrètement en se cachant dans un tonneau, et comme elle n'a pas à s'inquiéter de mourir par suffocation, elle peut juste attendre de couler au fond du lac pour trouver l'épée légendaire.